Salut les amis, avant de démarrer une petite question pour vous. Qui parmi vous a fait un Kangekko? Ah, petite question, qui parmi vous est sorti du dojo pour pratiquer dans le froid hivernal? Vous savez, au Japon, c'est quelque chose de très populaire, c'est une coutume de toute façon. Tous les clubs ouvrent leurs portes en début janvier pour réaliser le Kangekko. On célèbre l'hiver et justement, on va pratiquer dans la neige, dans le froid, on va se faire un petit mental pour ce début d'année. On démarre l'année de la meilleure façon possible en essayant justement d'avoir des objectifs clairs et une grande persévérance. Ça met le pied à l'étrier, donc qui parmi vous réalise ce genre de choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, voire même à partager vos expériences et vos photos. Ce sera avec un grand plaisir qu'on y reviendra. Alors, on continue ces petits tutos qui consistent à secouer un petit peu les consciences et à créer le questionnement. Et aujourd'hui, on va se poser une très grosse question. Où s'arrête la variante et où commence l'erreur? Eh oui, au fil des décennies, au fil de la transmission, au fil des années, que ce soit au sein du Japon, en dehors du Japon ou même plus précisément ici en France, où commence justement l'erreur de transmission? Vous allez voir, de par les expériences que j'ai pu vivre autant au Japon qu'en Occident, par le biais de mon travail de reporter, de cinéaste, de vidéaste pour faire des vidéos pédagogiques, qu'il est très compliqué parfois de rectifier des erreurs qui, une fois qu'elles sont couchées sur le papier, deviennent ni plus ni moins officielles comme des variantes et parfois de façon complètement abracadabrante et complètement improbable. On voit ça ensemble, c'est très intéressant, mais je sens qu'on va encore jeter un petit peu d'huile sur le feu. On s'en fiche, on est là pour ça. L'essentiel, c'est de secouer un petit peu les consciences et de créer le questionnement. Allez, c'est parti! Alors, avant toute chose, accordons-nous pour dire que l'erreur est humaine, c'est pas grave de se tromper, le plus important c'est de se corriger, de tout faire en sorte pour que l'erreur ne se reproduise pas. C'est assez simple dans un club de se rendre compte qu'on fait une erreur parce que soit on s'en rend compte nous-mêmes, soit un élève peut nous le rapporter. L'essentiel à ce moment-là, c'est d'entendre que l'on nous rapporte une erreur, de prendre du recul, de se remettre en question et de se corriger. Le plus ennuyeux, c'est lorsque ni le professeur ni l'élève ne se rendent compte que l'erreur a été transmise et que l'élève, par la suite, va lui aussi donner des cours et transmettre cette erreur-là. Mais ça reste dans un cadre relativement restreint d'un petit club. Quid de ce qui se passe lorsque cette erreur se transmet à une échelle beaucoup plus importante? Par exemple, un grand maître, une référence, un expert qui doit, à la demande d'un éditeur, répondre à on va faire un livre de kata, on va faire un film, que ce soit une cassette vidéo à l'époque, un DVD aujourd'hui, ou même un site internet, et dans lequel on va montrer ce que tu sais faire. Lorsqu'il y a une erreur, eh bien c'est parfois beaucoup plus difficile, certes, pour le maître de l'identifier, parce qu'il est dans une journée de travail et parfois une erreur peut se glisser, encore une fois, l'erreur est humaine. C'est plus difficile parfois pour la personne qui filme ou qui monte le livre ou le DVD de s'en rendre compte s'il n'est pas dans le monde des arts martiaux. Et parfois, c'est très difficile pour l'entourage du maître d'intervenir pour lui dire « tu t'es trompé, il faudrait recommencer ». Tout ça, mis bout à bout, donne naissance à potentiellement, et vous allez voir que ça a été le cas de nombreuses fois, à des erreurs qui, une fois qu'elles sont couchées sur le papier ou une fois qu'elles sont sur une vidéo, c'est fait. Le mal est fait, c'est transmis, c'est diffusé à travers le monde. Un maître parfois va réviser spécifiquement quelque chose qui n'est pas naturellement, on va dire, dans sa pratique quotidienne, dans ses compétences, mais spécifiquement à la demande d'un éditeur. Et c'est là que justement l'erreur peut se glisser encore plus facilement. Parce que, encore une fois, on travaille sur l'ego, on travaille sur l'image, sur la communication, sur le rayonnement. Faire une vidéo ou un livre qui sera diffusé à travers le monde, c'est quand même une image qui est colossale, en tout cas pour un expert, et en tout cas il peut y avoir un retour sur cette image-là qui peut être exceptionnel, il peut y avoir des invitations partout dans le monde, donc certains cèdent parfois un petit peu à la facilité, et ça m'est même arrivé de faire des DVD sur des assouplissements, sur un DVD de grand écart avec quelqu'un qui ne savait pas faire le grand écart, pour vous dire jusqu'où on peut aller. En essayant de tricher, en essayant de faire croire, parce que c'est une image et c'est un petit peu d'argent et c'est une petite lumière sur soi. Donc dans le monde de l'édition, j'ai vu tout et n'importe quoi. Et parmi donc, ces grandes expériences, celle que je veux aborder aujourd'hui, c'est justement celle qui concerne la transmission des erreurs qui sont arrivées petit à petit en Occident et ainsi de suite. Donc, comme d'habitude,
par respect envers et les éditeurs et envers bien sûr les grands maîtres, les experts, pour ne pas les pointer du doigt, globalement, je ne vais pas vous donner les noms précis et les situations ultra précises. Cela dit, si vous me suivez depuis un petit peu, si vous êtes conscient des livres et des DVD que j'ai déjà faits, et voire même que vous avez regardé ces livres et ces DVD, il vous sera très facile de faire ces recoupements et de savoir de qui je parle et de quoi il en retourne. Donc, je vous donne un exemple tout simple, très concret, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions, surtout en karaté, sur, on l'avait vu dans les tutos précédents, hein, cette petite déformation, ce lissage de la culture traditionnelle d'une discipline, d'une façon de faire, par exemple le Shotokan, qui est quand même très codifié, très spécifique, et qui prend son essor à partir vers une direction, on va dire, qui crée des variantes. On sait que le karaté de Maître Shima n'est pas le même que celui de Maître Kaze, qui n'est pas le même que celui de Maître Kanazawa, et pourtant ils sont tous partis du Shotokan. Donc c'est très étrange d'avoir une version de karaté Shotokan qui diverge. Mais dans ces versions-là, on a aussi des choses qui ont été créées, des variantes, et je sais que tout le monde se dit, tiens, les katas de Maître Kanazawa, il ne fait pas la même chose que tout le monde. Est-ce que c'est un style pour se démarquer? Est-ce que c'est une variante? Est-ce que c'est une bêtise? D'où vient l'erreur? Et pourquoi, en fait? Peut-être que ces élèves directs ont su ou savent d'où est née cette première différence, le pourquoi du comment. Donc, le but n'est pas de remettre en cause la légitimité des uns et des autres, mais d'expliquer certaines situations qui pourront vous permettre de vous questionner, de secouer un petit peu vos habitudes pour vous poser les bonnes questions. Donc, il y a quelques années, je suis à l'étranger pour filmer un grand maître. On est au Japon. J'ai fait beaucoup de DVD au Japon, j'en ai fait plus d'une vingtaine. Et il se trouve que, justement, durant le tournage, je vois que le grand maître fait quelque chose d'un petit peu étrange. J'appelle un assistant et je lui dis c'est normal Et il me dit on l'a tous vu, mais c'est le très grand maître, c'est le plus gradé, c'est celui qui a le plus de légitimité, on ne peut pas lui dire. Donc moi je lui dis mais attends, là on est en train de filmer. Si toi tu lui dis pas qu'il y a une erreur, comment on fait? C'est qu'une fois que c'est couché sur une cassette vidéo, sur un DVD ou sur un Blu-ray, c'est trop tard. Il a cette image-là partout dans le monde. Il me dit ouais, je sais, ce qu'on va faire. Donc il me dit ça texto, hein. Tu vas dire que tu n'as pas appuyé sur le bouton d'enregistrer et on va lui dire de le refaire. Bon, ok, je prends l'erreur sur moi et je lui dis bon, j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer, quel dommage. Donc bon, il le prend très bien, pas de souci, il va boire un coup, on fait une petite pause et il refait. Le problème, c'est qu'il refait avec la même bêtise. Et je commence à rappeler l'assistant. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit ouais, j'ai vu. Il me dit c'est pas grave. Je dis non, si c'est grave. Il faut pas laisser ça. Donc il se réunit avec quelques autres grands maîtres et ils en conviennent que bon Cyril, tu vas dire que tu as oublié d'enregistrer. J'ai fait 2 fois quand même. Le mec il va quand même me prendre pour un tocard. Hein. Et on va voir avec lui, le refaire ensemble. Ok, bon, on roule ma poule. Je prends la faute sur moi et troisième constat. Donc le maître me dit tout de suite, en gros, bon Cyril, t'as oublié 2 fois, c'est la dernière, hein, on la refera pas. Ok, on la refera pas. Je filme. Banco, hein, vous pouvez vous douter de ce qui s'est passé, c'est que l'erreur, elle est encore là. Et là, tout le monde est d'accord pour dire, bon, on passe à autre chose, tout simplement. Et comme c'est un programme qui a été commandé et qui a été travaillé pour un éditeur, soit je mets pas le cœur du programme et j'enlève ce qu'il faut, mais dans ces cas-là, je n'ai pas le cœur du programme. Donc, obligé de laisser en l'état l'erreur du maître sur cette vidéo, qui a été diffusée partout à travers le monde, et qui, aujourd'hui, est un peu vue comme une variante de ce maître-là. Voilà, alors qu'en fait, ce n'était pas du tout une variante, c'était une bêtise sur l'instant T, et bien des années plus tard, quand j'y suis retourné, lui, il le refaisait tout à fait sans l'erreur. Donc, il y a eu une sorte d'évolution. Alors, je ne sais pas si cette personne-là est vraiment, on va dire, au courant qu'elle a fait cette erreur. Je ne sais pas si elle s'est revue, je ne sais pas comment ça s'est passé derrière. Mais au Japon, on a quand même, vous savez, cet ordre pyramidal des choses où on ne va pas dire à son supérieur, que ce soit un supérieur hiérarchique ou de longévité martiale, on ne va pas dire à son senpai qu'il s'est trompé.
Ce qui amène quand même beaucoup de questions et beaucoup de problèmes derrière ça. Parce que ces erreurs-là, j'en ai connu bien évidemment en Asie, j'en ai connu aussi en France. J'en ai connu. Alors, le gros avantage, c'est que comme je fais ce métier-là depuis longtemps et que j'ai vu énormément de techniques, énormément de kata, énormément de choses, les éditeurs n'hésitent pas à me demander justement d'aller filmer ou de faire des photos, tout simplement parce que ils savent que je risque de déceler des choses s'il y a des choses qui se passent mal. Et c'est vrai que faites le test dans votre club, faites une séance kata, par exemple. Vous remontez vos katas et vous prenez un élève, par exemple un ceinture bleue, vous le mettez devant tout le monde et puis tout le monde fait le kata en même temps que lui et lui il compte temps par temps. Le fait déjà de compter temps par temps en faisant un kata, ça amène des erreurs parce qu'on se concentre sur autre chose que sur son kata, on n'est pas en flux tendu. On est en temps par temps, on doit compter, on doit vérifier où le positionnement des autres. Ça amène déjà à la déconcentration. Un gradé, qui est au-delà de la ceinture noire, parfois n'est pas très à l'aise à le faire non plus. Imaginez 1 à 2 à 3 jours de tournage non-stop du matin au soir, où la personne, par exemple sur des séances photos, sait qu'elle va devoir faire 2 ou 3 000 photos en 24 ou 48 heures, et il va falloir gérer les lumières, et toutes les poses, et le diagramme, le programme. Ça peut amener à une tête comme ça. Et je me souviens, on en avait beaucoup et longtemps discuté avec Bertrand Cron, pour qui j'ai fait des ouvrages absolument somptueux sur à la fois ces katas, ces techniques. On a fait des bibles incroyables pour un éditeur allemand. Et évidemment, au bout de plusieurs journées, on a la tête comme une pastèque. Donc, c'est arrivé de voir un kata et dire... T'es sûr que... Et puis on reprend les photos, les trucs. Ah ouais, non, effectivement, il y a un détail, ça c'est pas normal. Bon, heureusement que tu étais là, on va la refaire. Mais c'est très rare de pouvoir discuter en direct avec quelqu'un, de lui dire, ok, on se connaît bien, on en a discuté, il faut que ce soit carré. Et surtout, sur 2000 photos à faire, je vous mets au défi de faire un truc sans aucune erreur. C'est quasiment impossible. On est toujours obligé de faire un va-et-vient et de revenir et de retourner. Et c'est comme ça. Et même moi, dans les DVD que j'ai pu faire, dans les livres que j'ai pu faire, croyez-moi qu'il y a des choses que j'ai dû refilmer, retourner, où on revoit les rushs et on va être sûr que tout soit parfait. Parce que sur l'instant T, une fois, vous savez, vous avez pratiqué 2-3 heures en stage, vous êtes rincé. Les mecs, ils pratiquent depuis 9 heures. Là, il est 16 heures ou 17 heures. Et tout ce qu'ils font, il faut que ce soit parfait. Parce que ça doit être sur une image. Ça doit être sur une photo ou une vidéo, donc on ne peut pas faire de l'à peu près, il faut que tout soit au cordeau. Donc ils sont épuisés, physiquement, mais moralement, mentalement, parce qu'il y a tout à gérer, les lumières, il y a tout, le son, c'est très compliqué. Évidemment qu'avec la fatigue, on en a marre, il y a des trucs qui passent un petit peu à l'as. Et c'est là justement que pour le coup, il faut une bonne équipe autour qui intervient, qui vient soulager un peu la personne qui passe au centre. Mais si on n'a pas ça, l'erreur, elle peut très vite arriver. Dans d'autres livres, qui pour le coup ne sont pas des livres dont j'ai filmé ou dont j'ai fait les photos. Dans d'autres livres, aux éditions pour lesquelles j'ai pu travailler et en partenariat avec des éditions qui sont autres, que je ne citerai pas aujourd'hui, j'ai connu un problème qui n'était pas du fait de l'expert, qui était du fait du maquettiste. Le maquettiste, c'est le gars derrière son PC qui fait les pages et qui va mettre les bonnes photos aux bons endroits. Ce gars-là, en fait, ne connaissant pas les disciplines martiales, a fait une erreur dans le chiffrage des photos, parce que vous savez que on travaille par numérologie. Il a pris quelques photos qu'il a inversées sur de très belles éditions qui, pour le coup, coûtent une fortune à imprimer et il ne s'en est pas rendu compte. Ils s'en sont rendus compte après impression. Donc là, grosse question. On a inversé des photos. Donc c'est comme si en fait les mouvements d'un kata, il avait fait à l'envers. Qu'est-ce qu'on fait? Alors il s'agit d'un maître, d'un expert, d'un gars reconnu. On diffuse ça, oui, mais on ne peut pas le refaire. Ça va coûter une dizaine de milliers d'euros à réimprimer ça. On ne peut pas se permettre de faire un très gros ouvrage et puis de le jeter à la poubelle et puis en faire un autre. Ou alors on incrimine le maquettiste et puis comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Première réaction, on laisse. Au pire, ils diront c'est une variante. Puis très rapidement, ils se sont rendus compte que c'était très con d'avoir cette philosophie-là. Ouais, mais aujourd'hui, on a moyen de pouvoir corriger le tir. Aujourd'hui, on est sur,
en plein milieu d'une explosion de réseaux sociaux qui permettent, par des chaînes YouTube comme aujourd'hui, qui permettent par des Facebook, des Insta et des sites internet et des blogs qui sont gratuits, des sites gratuits, de pouvoir communiquer, corriger les choses. Il y a 20, 30 ou 40 ans, ce n'était pas le cas. Faire une édition livre, il y a même 50 ans, ça coûtait très très cher. C'était que l'élite de l'élite qui pouvait être couchée sur le papier. Faire un DVD, quand le format DVD est arrivé, c'était pareil, les grands maîtres, c'était l'élite, il y avait très peu de vidéos, ça s'est démocratisé que bien plus tard. Donc, une fois que c'est fait et qu'on n'a aucun autre moyen de communiquer, qu'est-ce qu'on fait? Donc eux, ils ont imprimé une surcouche de fascicule pour expliquer, voilà, en fait, voici les vraies pages, et ça vous permet d'avoir l'ordre des photos, parce que pour le coup, l'erreur nous incombe, mais n'incombe pas au maître. Donc ça, c'est la façon la plus intelligente de corriger le tir. Mais malheureusement, beaucoup n'ont pas eu cette possibilité-là par le passé, parce que par le passé, comme je vous disais, on n'a pas cette souplesse d'édition qu'on a aujourd'hui. Par le passé, c'était beaucoup plus coûteux, beaucoup plus rigide, et on n'avait pas la possibilité de communiquer, tout simplement. Et aujourd'hui, on commence à avoir cette souplesse, donc on a ce va-et-vient qui permet quand même, et heureusement, de soulager un petit peu les choses. Donc, quid sur certains grands maîtres, par exemple, pour nommer que lui, maître Kanazawa, quid de la variante, quid de l'erreur? Ça, pour le coup, c'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse, mais mon expérience 20 ans de filmage d'arts martiaux, de reportage à travers le monde, et de travailler avec des maîtres et des experts, m'ont montré que l'erreur peut se glisser partout. Et, comme dit l'adage, le diable se cache dans les détails. Donc, c'est extrêmement intéressant de se poser la question, de prendre du recul pour essayer de trouver des réponses. À se dire, tiens, ça je l'ai vu différemment, ne serait-ce que dans la dénomination. Alors là, pour le coup, en Shotokan, passez-moi l'expression, mais transmettre correctement la dénomination des techniques, c'est quand même un beau bordel. La preuve, il n'y a pas très longtemps, dans un dojo, j'expliquais une technique de Gyakutsuki, on m'a dit, mais non Cyril, ça se dit pas, c'est Yakutsuki avec un Y. Mais non, si on s'en réfère aux techniques, ne serait-ce que prenez des sources, là, ici, c'est un livre qui vient de la JICA, mais pas n'importe laquelle, on est vraiment au centre, à Tokyo, au headquarters, et ce sont des livres qui ne sont réservés qu'aux adhérents de la JICA, qui peuvent acheter pour pouvoir notamment devenir instructeurs. Eh bien, on a des lexiques, et dans ces lexiques, c'est bien écrit avec un G, Gyakutsuki. D'accord? Le Tsuki, c'est pas juste Zuki, il y a beaucoup de choses, et encore, ça, c'est quand tout va bien, parce que en bon franchouillard, un Gedan barré se transforme souvent en Gédan. D'accord? Gédan, c'est pas Gedan. Jodan, c'est pas Jodan. Chu et Chu, avec le C ou le S, c'est pareil, c'est un beau bazar, et la plupart du temps, les élèves ne savent pas prononcer correctement les techniques. Alors là, pour le coup, ils pourraient se renseigner un petit peu, parce que désormais, on a beaucoup de sites internet qui peuvent aider à la prononciation du japonais, mais on est quand même sur quelque chose d'extrêmement discutable, pour vous montrer que, en fait, une petite erreur de transmission à droite, une aile de papillon, ça provoque parfois un ouragan à gauche. Il n'y a pas que les grands maîtres qui peuvent se tromper, tous, dans notre quotidien, on est sujet à pouvoir faire des petites erreurs, des petites choses, et pour le coup, c'est ça qui est un petit peu problématique. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la transmission de ces erreurs, et c'est problématique, et ça pose des questions, et tant mieux, parce que le but quand même, c'est de se remettre en question, de se poser des questions sur ce qui peut se passer lorsque, même vous, les premiers, on va vous demander quelque chose, et je suis certain que ça vous est déjà arrivé à travers des démonstrations, à travers des choses, de montrer ce que vous savez faire à quelqu'un et qu'on vienne vous dire à la suite « Ouais, mais t'as oublié ça ». Et vous d'être surpris « Ah bon, j'ai oublié ». Ah ouais, parce que l'erreur est humaine et c'est pas grave de faire une erreur. L'essentiel, c'est de la corriger. Voilà, allez, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on va apaiser un petit peu les consciences. On va revenir à quelque chose d'un petit peu plus cool et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.